Je vais parler de la symbiose. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, parce que quand on parle de l'homme et de la femme, on est obligé de parler de symbiose. Que ce soit à la lecture de la Genèse, que ce soit concernant les comportements que les hommes et les femmes ont de façon subconsciente, les différences de comportement subconscientes qui dépassent complètement toutes les preuves d'éducation, même si l'éducation peut apporter un vernis, ce que j'appelle la surconscience, vernis du féminin sur les hommes, vernis du masculin sur les femmes. Ça, les choses déteignent en quelque sorte, sinon détonnent. Mais alors la symbiose, c'est c'est l'idée selon laquelle deux populations euh, fondamentalement différentes sur le plan de leur ascendance, mais il faudra encore voir jusqu'à quel point on peut parler de symbiose dans des cas divers, deux populations fondamentalement différentes se croisent, s'unissent quelque part, au sens de devenir une, et néanmoins perpétuent leurs différences à travers leur progéniture sur des millénaires. Voilà un peu le tableau. Entendons par là que si on admet l'idée de deux humanités qui se seraient croisées, qui se seraient greffées l'une sur l'autre, quelque part, ce qui peut être lu éventuellement au chapitre 2 de la Genèse, quand Dieu propose à Adam un apport d'un autre être, d'un autre, je veux dire, un autre animal que lui, pour faire couple avec lui, lui qui est androgyne. Donc c'est déjà une sorte de paradoxe. Comment peut-on, si un être est androgyne, il n'a pas besoin de vivre en couple. Donc, n'ayant pas besoin de vivre en couple, il faut lui adjoindre un être qui vient de l'extérieur, qui lui est étranger. On pourrait parler d'une greffe, en quelque sorte. Donc on pourrait parler d'une sorte de greffe qui aurait permis à l'homme et à la femme de pouvoir avoir des enfants ensemble. Ça, c'est un premier point. Ce qui est le cas d'Abel et de Caïn, qui sont nés de l'union entre Adam et Ève. Mais je passe sur le fait qu'il y a au chapitre 5 une autre version qui veut que Adam ait fait Seth, S-E-T-H, à son image, comme lui-même a été fait à l'image de Dieu. Donc il y a deux récits de la filiation d'Adam qui sont extrêmement différents, à quelques pages de l'une de l'autre. Bon. Cela dit, sur le plan purement, je dirais, technique, est-ce qu'on peut concevoir ce que je suis en train de dire? Je ne connais pas assez bien certaines questions je préfère quand même poser le problème et poser la question. Est-ce qu'on peut concevoir que deux populations différentes puissent se croiser et avoir des progénitures qui sont marquées soit par l'une, soit par l'autre de ces populations. Alors, c'est vrai par exemple pour la question de la couleur des yeux, par exemple, ou de la couleur des cheveux. On peut très bien avoir un croisement entre deux populations, l'une nordique, l'une méditerranéenne, par exemple, et avoir des enfants qui, certains seront avec un type plutôt méditerranéen et d'autres plutôt un type nordique. Donc ça montre bien qu'il y a un maintien. Mais là, dans le cas des hommes et des femmes, c'est un peu plus compliqué que cela. Parce que ça voudrait dire que lorsque cette humanité croisée, symbiotique, a des femmes, ces femmes sont marquées par l'héritage de l'humanité A, et quand elle a des enfants mâles, il serait marqué par l'humanité B.
On dirait pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ce seraient les filles dans un cas et l'autre dans un cas? Parce qu'il est évident, mes chers amis, que ces deux humanités ne sont pas au départ l'une faite d'hommes et l'autre faite de femmes. Donc c'est pas comme ça que ça passe. Encore qu'on puisse parler d'androgynat de certaine manière, mais enfin, on peut. Je pense qu'il vaut mieux dire, voilà, je suppose, je propose ce scénario, c'est que, selon des processus qui m'échappent complètement d'ailleurs, c'est que l'humanité A n'aurait gardé que ses garçons et supprimé ses filles, et l'humanité B aurait gardé ses filles et supprimé ses garçons. Et que ça aurait été la condition d'un pacte, d'une alliance, d'une union entre ces deux humanités. Et à partir de ce moment-là, pour des raisons qui m'échappent, euh, nous aurions donc effectivement, les garçons seraient tous de l'humanité A et les filles sont tous de l'humanité B. Pourquoi pas? On retombe dans des questions comme c'est la question de la marquienne, de la transmission des caractères acquis, sur laquelle, de toute façon, il faudra revenir de toute manière, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on ne peut pas évacuer cette question de transmission des caractères acquis, même si ce n'est pas très à la mode actuellement, enfin je ne sais pas où on en est à ce niveau-là. Mais il y a eu quelque chose de cet ordre-là, une législation peut-être, parce que je crois beaucoup au droit, c'est peut-être paradoxal, je ne crois pas beaucoup aux effets du droit actuel, qui intervient alors que déjà les choses sont jouées, mais je crois beaucoup au droit d'il y a quelques millénaires, qui a pu effectivement modeler la société et imposer, c'est ce que d'ailleurs pense quelque part Hannah Arendt quand elle parle du droit, qu'il a le droit a une capacité à modeler le monde, à modeler la société, et donc par conséquent, on peut penser qu'il y a quelques millénaires, des lois auraient obligé certains comportements, auraient généré certains comportements, auraient généré certains interdits. On voit d'ailleurs par exemple qu'en Chine, à une certaine époque ou dans d'autres pays, on supprimait carrément toutes les filles, par exemple. Bon, ça, c'est peut-être des réminiscences d'une humanité qui ne devait garder que ses garçons, alors que notre humanité, elle, ne devait garder que ses filles. C'est dans ce genre d'arrangement que les choses ont pu se mettre en place, soit par des pratiques empiriques, si on peut dire, législatives, juridiques, qui auraient suffi avec le temps à déclencher ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la subconscience. Voilà, bon, il y a le problème des chromosomes, effectivement, mais on serait porteur de deux humanités, et tantôt on ferait naître quelqu'un de l'humanité A, qui pourrait être effectivement Cro-Magnon, par exemple, et d'autres, l'humanité B, qui pourrait être néandertalienne, etc. Un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question des travaux de Michel Gauquelin sur les statistiques astrologiques au niveau socio-professionnel, et qui laisserait entendre que, euh, au cours de nos jours, on continuerait à activer les castes d'il y a des milliers d'années. C'est-à-dire qu'on continuerait, ces différentes castes, là également, se seraient symbiotisées en quelque sorte, peut-être qu'elles auraient vécu différemment, distinctement, elles se seraient symbiotisées, mais finalement, nous serions tous porteurs des potentialités de ces différentes castes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles seraient toujours là, ces castes. De même que le distinguo entre masculin et féminin serait toujours là. Parce que par-delà la question sexuelle, masculin-féminin, homme-femme, il y a autre chose. C'est la question d'héritage différent, de problématiques de vie différentes, d'ascendance différente. Ce ne sont pas les femmes au départ. Les femmes ne descendent pas de femmes. Elles descendent d'une humanité probablement bisexuelle, enfin je veux dire où les gens se croisaient, les hommes et les femmes se croisaient, mais qui finalement ont abouti
à ce que certaines humanités ne produisent que des femmes et que d'autres humanités ne produisent que des hommes. Et ça, c'est par le biais de ce que j'appelle de la loi. Et bien, de la même façon, les travaux de Michel Gauquelin, qui attribuent notamment 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, aux professions sportives, juridiques, politiques et scientifiques, pour simplifier, ça correspondait probablement à un système de caste. Et ce système de caste a eu aussi son évolution, chaque caste a eu son évolution spécifique. À un moment donné, elles se sont croisées, elles sont compatibles, et néanmoins, euh, elles continuent à exister. C'est-à-dire que les 3 castes en question continuent à exister aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui naissent avec les capacités de la caste martienne, de la caste jupitérienne, de la caste saturnienne. Voilà, c'est tout. Ils naissent avec ça, tout comme il y a des êtres qui naissent avec les capacités des Néandertaliens, par exemple, et d'autres qui naissent avec la capacité des Cro-Magnons. Et là, en l'occurrence, on les reconnaît parce que les premiers naissent avec une anatomie féminine et les autres avec une anatomie masculine. Voilà. Je dis simplement cela. Je dis que le problème de la subconscience, c'est ça le concept clé, la subconscience, c'est quelque chose qui nous dit que des processus qui au départ étaient purement culturels sont devenus génétiques et s'imposent à nous à notre insu, et quoi qu'on fasse, ça existe. On peut on peut être dans le déni, on peut dire que les choses ne sont pas comme ceci, on peut faire semblant d'être autrement, mais malgré tout, chasse le naturel et revient au bien. Le naturel ici, c'est la subconscience, c'est des choses qui sont très profondément ancrées en nous et qui nous déterminent au niveau de nos comportements socio-professionnels, psychologiques, intellectuels, etc. Et sensoriels.